Bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve pour une petite lecture qui va durer plusieurs semaines sur les fables et légendes du Japon. Donc ce sont des textes qui ont été écrits ou recueillis par Claudius Ferrand. Je n'ai pas encore creusé la chose. Donc c'est un auteur qui est né en 1868 et qui est mort en 1930. Vous pouvez trouver le recueil de fables et de légendes sur le net parce qu'il est libre de droit. Enfin, il est gratuit. Vous pouvez en trouver une version sinon à 49 centimes sur Amazon. J'ai regardé très rapidement les textes et illustrations, c'était d'après l'édition publiée à Tokyo, 42 gravures de Ferdinand Raffin. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est pas tout récent. Il y a plusieurs contes qui sont de longueurs différentes, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Après la lecture, je ferai une petite recherche pour savoir qui est cet auteur. Apparemment c'était un prêtre. Donc, on verra. Je vous souhaite un très bon voyage au Japon. À tout de suite. Urashima Taro est la déesse de l'océan. Il y avait autrefois, au pays de Tango, une bourgade du nom de Mizunoe. Dans cette bourgade vivait un pêcheur qui s'appelait Urashima Taro. C'était un homme vertueux, au cœur sensible et bon, qui de sa vie n'avait jamais fait ni souhaité de mal à personne. Taro revenait un soir de la pêche. La prise ayant été abondante, il rentrait satisfait et joyeux. Sur le rivage, il aperçoit une bande de petits garçons qui semblaient prendre un malin plaisir à tourmenter une petite tortue, trouvée sur le sable. Taro n'aimait pas qu'on fît souffrir les bêtes. Il eut pitié de la tortue. S'approchant des enfants et s'efforçant de donner à sa voix un ton impérieux, « Quel mal vous a donc fait, dit-il, cette innocente créature, pour la tourmenter de la sorte? Ignorez-vous que les dieux punissent les enfants qui maltraitent les animaux? Mêlez-vous donc de ce qui vous regarde, répond insolemment le plus âgé de la troupe. Cette tortue n'appartient à personne. Nous sommes libres de la tuer si cela nous fait plaisir. Vous n'avez rien à y voir. Le pêcheur comprend qu'aucun raisonnement n'aura de prise sur ces cœurs sans pitié. Il change de tactique, et d'un ton plus radouci. « Allons, ne vous fâchez pas ainsi, mes enfants. Je n'avais pas l'intention de vous gronder. Je voulais vous proposer un marché. Voulez-vous me vendre cette tortue? Je vous en donne 20 sous. Cela vous va-t-il? 20 sous. C'était une fortune pour ces marmots. Ils acceptent sans hésiter. Taro leur donne donc 2 petites pièces blanches. Aussitôt, ils courent au village acheter des gâteaux. Resté seul avec la tortue, qu'il a conscience d'avoir arrachée à une mort certaine, le brave pêcheur la soulève dans les mains et lui dit en la caressant. « Pauvre petit animal, le proverbe te donne 10 000 ans d'existence, tandis qu'il n'en accorde que 1000 à la cigogne. Que serais-tu devenu sans moi? Je crois bien que tes 10 000 ans auraient été considérablement écourtés, car ils allaient te tuer, ces vauriens. Allons, je vais te rendre la liberté, mais à l'avenir, sois prudente, et surtout, ne retombe jamais plus dans les mains des enfants. » Cela dit, il dépose la tortue sur le sable et la laisse aller. Puis, jouissant de la pleine satisfaction que procure toujours un bon acte accompli, il retourne en sifflant à sa demeure. Ce soir-là, la soupe lui parut meilleure et son sommeil fut plus léger. Le lendemain matin, Taro, s'étant levé de bonne heure, part pour la pêche selon son habitude. Le voilà qui gagne le large, monté sur sa petite barque. Il va jeter son filet. Tout à coup, il perçoit dans l'eau un clapotement étrange. « Monsieur Urashima !» fait une voix derrière lui. Le pêcheur se demande qui peut bien, à cette heure matinale, l'appeler par son nom. Il regarde autour de lui, mais il ne voit personne. Croyant s'être trompé, il se dispose de nouveau à commencer sa pêche. « Monsieur Urashima !» répète la même voix. Taro se retourne une seconde fois. Quelle n'est pas sa surprise d'apercevoir, tout auprès de la barque, la petite tortue. La tortue dont la veille il a sauvé la vie. « Oh, c'est toi donc qui m'as appelé? »« Oui, c'est moi, monsieur Urashima. Je suis venu vous dire bonjour et vous remercier du service que vous m'avez rendu hier. »« Voilà qui est bien aimable de ta part. Voyons, que pourrais-je t'offrir?
Si tu fumais, je te passerais volontiers ma pipe. Mais tu ne dois pas fumer, toi. Non, je ne fume pas, monsieur Urashima. Mais si ce n'est pas trop d'indiscrétion, j'accepterai avec plaisir une tasse de saké. Du saké? Tu bois donc du saké? C'est bien heureux. J'en ai justement ici une petite bouteille. Il n'est pas de première qualité, mais il n'est pas mauvais tout de même. Voici. Et le pêcheur, en plissant une tasse, la passe à la tortue qui l'avale d'un trait. Puis la conversation, un instant interrompue, continue de la sorte. En veux-tu une seconde tasse? Non merci, monsieur Urashima. Une seule me suffit. À propos, avez-vous déjà visité le palais d'Otohime, la déesse de l'océan? Non, pas encore. J'ai justement l'intention de vous y conduire aujourd'hui. Comment? Tu veux m'y conduire? Mais il doit être bien loin, ce palais. D'abord, je ne sais pas nager comme toi. Comment veux-tu que je te suive? Oh, il n'est pas nécessaire de savoir bien nager, monsieur Urashima. Vous n'aurez même pas à nager du tout. Vous allez monter sur mon dos. Je vous porterai moi-même. Monter sur ton dos? Mais tu n'y penses pas, ma petite tortue. Quand bien même tu serais 10 fois plus grosse, il serait impossible à un homme comme moi de monter sur ton dos et de s'y tenir sans danger. Ah! Monsieur Urashima, vous trouvez que je suis trop petite? C'est bien. Attendez une seconde, vous allez voir. Et voilà que la petite tortue se met à grossir, à grossir. Elle devient aussi grosse que la barque du pêcheur. Celui-ci, frappé de ce prodige, n'hésite plus. Il monte sur le dos de l'animal, s'y installe à son aise, et la tortue l'emporte vers le palais d'Otohime, la déesse de l'océan. Au bout de quelques heures, Taro aperçoit dans le lointain un immense monument. « Quel est ce monument » demande-t-il à la tortue. « C'est le portail du palais, » répond-elle. Et à mesure qu'ils approchent, le portail semble grandir et se teinter de couleurs brillantes. Ils arrivent enfin. La tortue dépose son cavalier sur du sable, dont chaque grain est une perle. Le pêcheur peut voir alors que le portail est en or massif, incrusté de pierreries. 2 énormes dragons en gardent l'entrée. Ils ont un corps de cheval, une tête et des griffes de lion, des ailes d'aigle et une queue de serpent. Leur aspect est terrible. Néanmoins, c'est d'un regard plein de douceur qu'ils fixent le nouvel arrivé. La tortue avait pénétré sous le porche. Elle en sortit bientôt, accompagnée d'une multitude de poissons. Il y en avait de toutes les grandeurs et de toutes les formes. Chacune des espèces que renferme l'océan était représentée. Ils portaient tous la livrée de la déesse, couleur d'azur et galons d'argent. Ils s'avancèrent au-devant du pêcheur et le saluèrent jusqu'à terre, avec toutes les marques de la sympathie et du respect. Le brave Taro ne comprenait rien à toutes ces choses, mais sachant très bien qu'on ne lui voulait aucun mal, il se laissa faire. On le dépouilla de son costume de pêche et on le revêtit d'une magnifique robe de soie. On lui attacha aux pieds des pantoufles de velours, puis un page charmant, le prenant par la main, l'introduisit dans le palais. S'appuyant sur une rampe d'ivoire, il monte les 7 degrés d'un escalier de marbre et arrive devant la porte en bois d'acajou, sur laquelle scintillent des émeraudes. Elle s'ouvre d'elle-même et Taro pénètre dans l'appartement de la déesse. C'est une salle immense, dont le plafond en corail est soutenu par 20 colonnes de cristal. De nombreuses lampes en vermeil y donnent une douce et brillante lumière. Les parois sont en marbre, parsemées de rubis et de pierreries diverses. Au milieu de toutes ces merveilles, assise sur un trône de diamants, orné de ses plus riches parures et environné de toute sa cour, se tient Otohime, la déesse de l'océan. Elle est extraordinairement belle, plus belle que l'aurore à son lever. Lorsque Taro la vit, elle le contemplait avec son plus gracieux sourire. Il voulut se prosterner. La déesse ne lui en laissa pas le temps. Se levant de son trône, elle s'avança vers lui, majestueuse et aimable, et lui prenant affectueusement les mains. « Soyez le bienvenu, » lui dit-elle. « J'ai appris que, hier soir, vous aviez sauvé la vie à l'un des sujets les plus vénérés de mon empire. J'ai voulu vous en exprimer de vive voix ma sincère reconnaissance, et voilà la raison pour laquelle
je vous ai fait venir ici. » Taro ne savait que répondre. Il se tut. Alors, sur un signe de la déesse, on le fit asseoir sur un coussin en soie, cousu de fil d'or. On lui apporta une petite table en ivoire, sur laquelle étaient posés, dans des plateaux de vermeil, toutes sortes de mets appétissants. Taro fit un repas, comme il n'en avait jamais fait depuis qu'il était au monde. Quand il eut fini de manger, la déesse le conduisit voir les diverses parties de son palais. Le pêcheur marchait de surprise en surprise, d'éblouissement en éblouissement. Mais ce qui le frappa le plus, et mit le comble à son admiration, ce fut le jardin. Il y avait là 4 parterres immenses. Chacun représentait l'une des 4 saisons de l'année. À l'est, c'était le parterre du printemps. D'innombrables pruniers et cerisiers en fleurs s'élevaient au-dessus d'un verdoyant gazon. De nombreux rossignols y modulaient leur délicieuse romance. Des alouettes y faisaient leur nid. Au sud s'étendait le parterre de l'été. Là, des pommiers et des poiriers, dont les branches pliaient sous le poids de leurs fruits. Des cigales y remplissaient l'air de leurs cris assourdissants et monotones. Il y régnait une grande chaleur, tempérée par un doux zéphyr. L'automne était représenté par le parterre de l'ouest. Le sol y était couvert de feuilles jaunissantes et de bouquets de chrysanthèmes. Enfin, le parterre de l'hiver était au nord. C'était un immense tapis de neige entourant un étang de glace. Taro passa 7 jours dans ce palais enchanteur. Fasciné par toutes les merveilles qui s'offraient à ses regards, charmé de la bonté que lui témoignait la déesse et du bien-être qu'il éprouvait auprès d'elle, il avait oublié son village. Il ne songeait plus à son vieux père, à sa femme, à ses enfants, à sa barque, à ses filets. Un jour, pourtant, il s'en souvint, et la tristesse le prit. « Que doit penser mon père, se dit-il, d'une si longue absence? Combien ma femme et mes enfants doivent être inquiets, et attendre mon retour? Ils me croient peut-être mort, englouti au fond de l'océan? Et ma barque, qu'est-elle devenue? Et mes filets? » Alors, Taro résolut de partir. Il en parla à la déesse. Celle-ci essaya bien de le retenir encore, mais toutes ses instances demeurèrent infructueuses. Se voyant, la belle Otohime le prit à part dans sa chambre secrète, et tirant du fond d'un coffre une petite boîte en laque, elle la lui donna en disant « Puisqu'à tout prix vous voulez partir, monsieur Urashima, je ne vous retiens plus. Tenez, emportez cette boîte comme souvenir de moi et de votre séjour ici. Mais promettez-moi que, quoi qu'il arrive, vous ne l'ouvrirez jamais. Monsieur, retenez bien mes paroles. Le jour où, cédant à une curiosité coupable, vous ouvrirez cette boîte, vous êtes un homme mort. » Taro accepta le présent avec beaucoup de reconnaissance. Il promit que jamais il n'ouvrirait la boîte, quoi qu'il puisse arriver. Puis la déesse l'embrassa sur le front, elle l'accompagna jusqu'au seuil de sa porte, et ils se séparèrent. Le pêcheur remonta sur le dos de la tortue, et celle-ci le ramena au rivage. Taro est de retour. Mais comme tout a changé pendant son absence, les arbres qui se trouvent à l'entrée du bourg ne sont plus ceux qu'il était habitué à y voir. Le village s'est agrandi. Il y a des maisons nouvelles, des maisons comme il n'en a jamais vu de sa vie. Quel n'est pas son étonnement de ne plus retrouver aucune de ses connaissances. Tous les visages qu'il rencontre lui sont entièrement inconnus. Ne comprenant plus rien à cette soudaine métamorphose des hommes et des choses, Taro ne sait que penser ni que croire. Il lui tarde de retrouver son père, sa femme et ses enfants, pour apprendre de leur bouche le pourquoi de ce qui l'étonne. Il se dirige vers sa demeure. Là, sa surprise redouble. C'est bien cette maison qu'il a quittée il y a 7 jours, mais elle tombe en ruine. Il s'approche et jette un coup d'œil à l'intérieur. Il n'y voit aucun des objets qui lui étaient familiers. Il n'y retrouve ni son père, ni sa femme, ni ses enfants. Sur la natte, un vieillard est assis, les bras appuyés sur le bord du brasero, mais ce vieillard n'est pas son père. Taro va défaillir sous le poids d'une émotion trop forte.
Il se contient pourtant encore. « Bon vieillard ?» demande-t-il d'une voix étouffée. « Il y a 7 jours que j'ai quitté ce village. Tout y a changé depuis. Cette maison est à moi, et je vous y trouve, vous, un inconnu. Où sont donc mon vieux père, ma femme et mes enfants que j'ai laissés ici ?» « Jeune homme, » répond le vieillard, qui croit avoir affaire à un fou. « Je ne sais ce que vous voulez dire. Qui êtes-vous donc? Quel est votre nom ? » « Je suis Urashima Taro, le pêcheur. »« Urashima Taro ?» s'écrie le vieillard, au comble de la surprise. « Mais alors, vous êtes un fantôme? Un revenant? Une ombre ? J'ai souvent en effet entendu parler d'un certain Urashima Taro, mais voilà bien longtemps qu'il n'est plus de ce monde. Il y a 700 ans qu'Urashima Taro est mort. » « 700 ans ?» s'écrie le pêcheur. Aussitôt, il pâlit et chancelle. Ces dernières paroles du vieillard sont pour lui un trait de lumière. Il a compris. Il a compris qu'il a passé 700 ans dans le palais de la déesse Otohime, et que ces 700 ans lui ont semblé 7 jours. Une profonde tristesse envahit son âme. Il quitte ce village inhospitalier, qui n'est plus le sien, et où il n'a plus personne. Tout pensif, il se rend à la grève. Instinctivement, ses regards cherchent à apercevoir la tortue, car il voudrait bien maintenant retourner au palais. Mais la tortue a disparu, probablement pour toujours. Taro s'assied sur le sable et verse des larmes brûlantes. Tout à coup, ses yeux se portent sur la boîte mystérieuse qu'Otohime lui a donnée au départ, et à laquelle, dans son trouble, il n'avait plus songé. Que contient cette boîte ? La déesse m'a dit, en me la remettant, « Le jour où, par une curiosité coupable, vous ouvrirez cette boîte, vous êtes un homme mort. » Une déesse ne ment pas, et pourtant, qui sait ? Peut-être est-ce pour m'éprouver qu'elle m'a dit cela. Peut-être cette boîte contient-elle mon bonheur. Et puis après tout, que m'importe la mort à cette heure ? Ne suis-je pas seul au monde, sans parents, sans amis, sans connaissances, sans fortune ? Oui, mieux vaut 100 fois la mort qu'une existence si malheureuse. Ainsi pense Taro. Alors, d'un mouvement nerveux, il entr'ouvre la boîte. Il en sort un nuage épais qui l'enveloppe des pieds à la tête. Soudain, ses cheveux deviennent blancs comme la neige, son front se ride, ses membres se dessèchent, et il tombe mort sur la plage. Le lendemain, des pêcheurs découvrirent sur la grève le corps d'un homme qui avait vécu 700 ans. La petite voleuse. Mademoiselle Aki était une jeune fille de 17 ans. Ses parents l'avaient gâtée. Comme toutes les jeunes filles qui sont gâtées par leurs parents, elle était vaniteuse, capricieuse et méchante. Elle avait un très vilain défaut. Aki était voleuse. Elle volait partout, elle volait toujours, elle volait tant qu'elle pouvait. Et chose assez curieuse, elle ne se faisait jamais prendre. La coquine était d'une habileté rare. Du reste, vous allez en juger. Un beau matin, elle prend un panier, le remplit de poissons et quitte la maison sans rien dire. Ses parents lui donnant malheureusement toute liberté de suivre ses caprices et ne s'informant jamais de ses allées et venues, la laissent sortir sans même lui demander où elle va avec ce panier. Aki longe un moment la rue, tourne à droite, traverse une longue place, enfile une vaste avenue et arrive devant une maison d'apparence bourgeoise. C'est là que demeure le très honorable et très distingué ministre Sanjo. La jeune fille entre par la porte cochère, traverse la cour comme une habituée de la maison, tourne sur la gauche et se dirige vers la cuisine. Madame Osandon, la digne et replète cuisinière de monsieur le ministre, est en train de préparer le déjeuner de son maître. « Bonjour, Madame Osandon, lui dit Aki en la saluant. « Je suis la fille de monsieur Takeyoshi, le marchand de soieries qui habite la rue de Hongo. Hier soir, votre maître a rendu à mon père un service important.
et mon père m'envoie le remercier en son nom, en attendant qu'il se présente lui-même. Il m'a chargé de remettre à monsieur le ministre ce panier de poissons. Quoique ce soit peu de chose, veuillez prier votre maître de l'accepter, comme un faible témoignage de notre reconnaissance. » La brave cuisinière n'a aucun motif de mettre en doute la sincérité de cette jeune fille. Elle accepte le panier, va trouver le ministre qui faisait sa toilette et lui répète les mots d'Aki. Le ministre, après avoir écouté, réfléchit un instant, puis il répond. « Je ne connais personne du nom de Takeyoshi. J'ignore s'il y a un marchand de soieries de ce nom dans la rue de Hongo. Je n'ai pas souvenance d'avoir rendu hier soir un service quelconque à qui que ce soit. La chose m'eût été difficile, vu que je ne suis pas sortie hier de toute la journée. Il y a là une erreur. Cette jeune fille se trompe d'adresse. Reporte-lui son panier. » Pendant que se tenait ce petit bout de conversation dans la chambre du ministre, mademoiselle Aki, restée seule à la cuisine, avait jeté un coup d'œil sur les étagères. Elle avait aperçu une petite tasse de valeur, et très délicatement, l'avait glissée dans les profondeurs de sa manche. Mais cela étant en dehors du programme, et n'étant arrivé que par hasard, ne nous y arrêtons pas, et continuons. Madame Ossandon redescend donc à la cuisine et rend le panier à la jeune fille en lui rapportant les paroles de son maître. « C'est curieux, » répond Aki, en reprenant le panier. « C'est pourtant bien ici. Aurais-je mal entendu? Je suis si sotte. Je vais retourner à la maison et demander de nouveau à mon père. Voudriez-vous être assez aimable pour me permettre de déposer mon panier ici? Je reviendrai dans tous les cas le prendre. » « Il n'y a pas d'inconvénient, mademoiselle. » Aki dépose donc son panier dans un coin de la cuisine. Puis saluant profondément madame Ossandon, elle reprend le chemin par lequel elle est venue. Vous vous demandez peut-être pourquoi la rusée jeune fille a laissé là son panier. Pourquoi? Je vous le donne en mille. Inutile de vous creuser la tête, vous ne devinerez pas. Mais vous allez comprendre tout à l'heure et vous ne pourrez vous empêcher de penser. Quelle petite coquine! D'abord, elle ne retourne pas chez elle, tout naturellement. La voilà qui remonte l'avenue, enfile la rue de Sakanacho et s'arrête devant la boutique d'un horloger. « Pardon, dit-elle en entrant. Je viens de la part de madame Sanjo, la femme du ministre. Est-ce que vous avez de belles montres en or? Mais parfaitement, mademoiselle. En désirez-vous de grandes ou de petites? Voici. Ma maîtresse voudrait en avoir quelques-unes de dimensions différentes pour pouvoir faire son choix. Elle est très fatiguée aujourd'hui et ne peut pas quitter sa chambre. Il lui faut cependant une montre pour ce soir. Ne voudriez-vous pas en confier quelques-unes à votre apprenti et le prier de m'accompagner chez ma maîtresse? Je n'ai pas l'habitude de confier des montres à mon apprenti, mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je puis vous accompagner moi-même. Ce sera encore mieux. L'horloger, lui non plus, n'a aucune raison de soupçonner la jeune fille. Il choisit 12 belles montres, les introduit dans une boîte, enveloppe la boîte d'un beau foulard de soie, met son manteau et part avec Aki. Ils arrivent chez monsieur le ministre, entrent par la porte cochère et pénètrent dans la cour. Arrivée là, la petite rusée dit à son compagnon « Comme madame est couchée, elle serait peut-être contrariée de vous recevoir chez elle. Passez-moi les montres, je vais les lui porter. Et attendez-moi ici, ce ne sera pas long. » L'horloger sans méfiance passe la boîte à Aki, et les montres vont rejoindre la tasse de tout à l'heure dans les profondeurs de sa manche. La jeune fille se rend à la cuisine, où elle trouve madame Ossandon. « Excusez-moi, dit-elle en entrant. Je me suis effectivement trompée. Ce n'est pas chez monsieur le ministre Sanjo que mon père m'envoyait, mais bien chez un certain monsieur Sonjo. Pardonnez-moi le dérangement que je vous ai occasionné tantôt. »« Il n'y a pas de quoi, mademoiselle, » répond la cuisinière. « Tout le monde peut se tromper. » Aki reprend donc le panier aux poissons qu'elle avait déposé à la cuisine. Vous commencez à comprendre dans quel but. Elle salue la bonne et revient vers la cour, où attendait l'horloger. « Madame est en train d'examiner les montres, » dit-elle. « Dès qu'elle aura fait son choix, elle doit vous faire appeler. Patientez encore quelques secondes et veuillez m'excuser. Il faut que j'aille porter ces poissons à une amie de madame. »
Là-dessus, elle le quitte et sort de la cour. L'horloger qui la voit sortir, un panier de poissons au bras, alors qu'elle est entrée les mains vides, n'a pas un instant la pensée de douter qu'elle soit une domestique de Madame Sanjo. Il ne soupçonne pas, le brave homme, que dans la manche de cette fille qui vient de sortir reposent insouciantes les 12 montres en or qu'il a apportées de chez lui. Il attend un bon quart d'heure, mais personne ne vient. On a l'air dans la maison de ne pas même songer à lui. Impatienté, il se rend à son tour à la cuisine. « Eh bien, dit-il à la cuisinière, est-ce que madame a terminé son choix ?»« Quel choix ? Mais le choix des montres. »« Quelles montres ? » ?»« Les montres que je viens d'apporter et que j'ai confiées à la jeune fille, pour les faire voir à madame. »« Quelle jeune fille ? » ?»« Celle qui vient de sortir avec un panier. »« Celle qui vient de sortir avec un panier ? » ?»« Oui. »« Mais mon brave homme, cette jeune fille n'est pas plus employée à la maison que moi, je suis employée au palais de l'empereur. » Et la cuisinière raconte alors à l'horloger pétrifié les antécédents de l'histoire, et pourquoi et comment cette jeune fille est sortie de la maison avec un panier. L'horloger raconte à son tour l'histoire des montres, et pourquoi et comment il se fait qu'il est là. « Alors, mon pauvre homme, conclut la cuisinière, vous pouvez leur dire adieu à vos montres. » Le malheureux horloger, comprenant un peu tard qu'il a été filouté, s'arrache les cheveux de désespoir, jure par tous ses ancêtres que jamais plus de sa vie il ne confiera de montre à personne. Il s'en va de ce pas faire sa déclaration à la police. La police s'est mise à la recherche de la petite voleuse. La retrouvera-t-elle ? Qui le sait ? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur les fables et contes du Japon, un recueil qui a été peut-être écrit, peut-être collecté par Claudius Ferrand. Comme les deux contes là n'étaient pas très longs, mais le suivant il l'est, donc c'est pour ça que j'ai décidé de n'en lire que 2 ce coup-ci. J'ai fait un petit tour rapidement sur les quelques éléments qu'on avait sur l'auteur et sur les circonstances de ce recueil, sur les circonstances de la naissance de ce recueil. Alors Claudius Ferrand, c'est un homme qui est né en 1868 en France, du côté de Grenoble, et qui est rentré au séminaire, qui a été ordonné prêtre. Il est parti d'abord au Japon du Sud puis Japon du Nord. Il a été aussi en Chine et en Corée où il est mort en 1930. Je vous lis un petit peu un extrait du livre de lelivrescolaire.fr qui a une petite page sur Claudius Ferrand. En 1892, Claudius Ferrand s'établit sur l'île de Kyushu. Il y apprend le japonais et aide les plus misérables dans des districts ruraux reculés. En 1899, il rejoint la mission de Tokyo. Durant 8 ans, il fait 3 fois le tour du monde pour trouver l'argent nécessaire à la construction de 3 pensions d'étudiants pour les jeunes japonais, chrétiens ou non. En 1912, Claudius Ferrand est envoyé à Hong Kong. Enfin, il rejoint Daegu en Corée en 1913 où il meurt en 1930. Donc c'est l'auteur d'un seul livre. Elles ont d'abord été imprimées et publiées en français à Tokyo en 1901. Les fables et légendes du Japon sont diffusées en France en 1903 dans une collection de livres d'éducation récréative, donc ça veut dire divertissante. On ne connaît pas les raisons pour lesquelles Claudius Ferrand a décidé de donner à lire ses contes, qu'il a collectés, réécrits, copiés ou inventés. Tout juste sait-on qu'il est l'auteur de ce seul livre. Nous pouvons néanmoins imaginer qu'avec ce recueil, Ferrand a eu pour ambition de rendre hommage à son pays d'accueil, proposer une lecture en français aux étudiants japonais francophones et faire connaître aux jeunes français des histoires qui peuplent l'imaginaire du Japon. Donc c'est un recueil de 13 contes. Il y a des récits mythologiques ou légendaires. Il peut y avoir des contes où des personnages sont des animaux, où il y a des histoires de ruses, de supercheries. On n'est pas sur un recueil homogène, mais sur des contes divertissants. Donc, au niveau, par exemple, des réécritures de contes, c'était le cas pour Urashima Taro et la déesse de l'océan, Otohime.
Et là, on avait par exemple avec la petite voleuse des histoires de ruses et de supercherie. Donc a priori, il y avait des réécritures de contes et mythes japonais traditionnels, des copies de contes européens comme les 8 chevreaux qu'on va lire bientôt, des contes nouveaux inspirés de récits asiatiques et européens ou pleinement imaginés par l'auteur. Il y a un petit élément sur le pêcheur Urashima Taro, dont les aventures sont connues depuis le 8e siècle. On parle aussi d'histoire du dieu Susanoo, le guerrier Benkei qui vécut à la fin du XIIe siècle, d'un moineau à la langue coupée. Donc c'est pour faire découvrir en fait la richesse de l'imaginaire nippon. Et c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé en fait sur ce recueil ou sur Claudius Ferrand. Donc on va en rester là sur les éléments de contexte en fait de l'auteur ou du recueil de contes. Et en tout cas, moi, je connais pas beaucoup, j'ai pas une grande culture sur la culture japonaise. Ma culture japonaise, ça va être essentiellement les Ghibli. Je sais pas si ça se dit Ghibli ou Ghibli, mais je trouve que c'est intéressant et c'est un pays qui a une culture qui est très intéressante. Je comprends tout à fait que des gens puissent être fascinés par ce pays. Là, du coup, on est sur quelqu'un qui, fin 19e, début 20e, a voyagé, a rencontré des cultures dont il est tombé amoureux, mais qui avait aussi pour boulot d'évangéliser les gens. Je sais pas si c'est un terme qu'on dit en dehors du protestantisme, j'ai un petit doute, mais enfin de christianiser les gens au moins. Et de leur filer un coup de main aussi. Pour moi, c'est le boulot des missionnaires, c'est de propager la sainte parole, etc. et de convertir des gens. C'est leur taf. Et je trouve ça assez intéressant parce que j'ai l'impression que il a eu une espèce de coup de foudre pour la culture japonaise. Donc la culture japonaise, c'est la première culture qu'il a rencontrée. Donc Nagasaki, Tokyo. Après, il y a eu un petit peu Hong Kong en Chine et il y a eu beaucoup en Corée. Ah, il n'y a pas eu d'autres livres a priori de Claudius Ferrand. Alors je vous ai dit, vous avez qu'à regarder si vous voulez sur le net, mais il y a vraiment très peu d'éléments sur lui. Donc je pense qu'on n'en aura pas beaucoup plus. Je ne vais pas chercher non plus des heures. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Le premier conte sur, j'ai déjà oublié le nom, sur le pêcheur et la déesse de la mer. On a un conte qui est un petit peu moraliste où quelqu'un qui interrompt en fait des enfants qui pourraient commettre un crime sur cette fameuse tortue, qui va être ce pont elle a quasiment un rôle de psychopompe. Si vous vous souvenez, les psychopompes, ce sont des animaux qui aident à passer de l'état de vivant à l'état de mort et emmènent en fait le corps ou l'âme vers un autre lieu. Et je sais que par exemple dans les traditions celtiques, souvent les animaux blancs avaient une assez mauvaise réputation parce que justement c'était les animaux psychopompes. Mais Charon par exemple c'est un psychopompe. Charon dans la mythologie grecque qui fait traverser le fleuve des morts. Je sais plus exactement quel fleuve. Et cette tortue en quelque sorte elle a ce rôle-là parce que le fait pour Urashima Taro ou Shimara, non j'ai plus, j'ai plus, il y a trop de syllabes. Je crois que c'est Urashima Taro. La tortue va l'emmener en récompense rencontrer la déesse de la mer qui le reçoit comme un roi, etc. Il est très bien reçu et j'ai l'impression que le fait qu'il ait pensé ne passer que 7 jours là, alors que c'était 700 ans, c'est un truc assez récurrent dans ce type de conte où un héros va être capturé, presque captivé par une créature, autre chose, par un autre monde, et le temps ne va pas se dérouler de la même manière. On a notamment je crois que c'est dans les mythologies celtiques aussi, un peu les histoires de bateaux fantômes où les marins en fait, s'ils posent un pied sur la terre, ils tombent en poussière. Donc faut pas qu'ils descendent de leur bateau. Donc on avait un petit peu quelque chose comme ça.
Je trouvais qu'au niveau de la description du palais, compagnie, on était un petit peu sur les... Ça pouvait faire penser aux descriptions de la ville d'Is, par exemple. Donc la ville d'Is, c'est une ville engloutie qui appartenait au roi Gradelon, le roi de Cornouailles en Bretagne, donc du côté de Quimper, Douarnenez, etc. Et la ville d'Is, c'est une ville qu'il avait fait construire pour sa fille, qui, a priori, n'était pas forcément d'ascendance que humaine, donc pas que sa fille à lui. C'était la fille d'une femme un peu lointaine. Mais il y a eu plusieurs versions de ces contes-là. Et si vous voulez, quand les villes englouties de type la ville d'Is, où il y avait une très jolie description aussi de villes englouties dans Le voyage merveilleux de Nils Holgersson à travers la Suède, de Selma Lagerlöf, qui elle a été recueillir des contes en faisant le tour. Ce livre-là, c'était un guide routard des contes suédois. Ou quand on pense par exemple au palais de la Dame du Lac dans les romans arthuriens ou les légendes, on est un petit peu dans un imaginaire aussi un peu clinquant comme ça, que c'est magnifique, etc. Si vous pensez par exemple au palais de la Reine des Neiges, dans le conte de Andersen, il me semble bien. On est vraiment sur le truc où c'est très beau, il y a ça brille de partout, etc. Parce qu'évidemment, si c'est un truc qui est tout pourri, le gars il va pas vouloir y rester. Mais je trouvais assez sympa et en fait ça rejoint un espèce de classicisme tout européen. Ça rejoint aussi, je trouve, un imaginaire de palais extraordinaire, de peut-être bien des contes des mille et une nuits aussi. Vraiment le côté brillant, où il y a du cristal, il y a de l'or. Donc je trouvais que c'était assez rigolo. Après, j'ai pas été très très étonnée non plus que bah, ça tourne un peu mal, hein, un peu une espèce de mythe de la boîte de Pandore. Genre, je t'offre ça, mais tu l'ouvres pas, hein, parce que sinon tu meurs. Mais je comprends qu'il ait ouvert sa petite boîte parce que le retour à la réalité en pensant qu'il a 700 ans, que tout ce qu'il a connu de son vivant, bah, quand il y a 700 ans, n'existe plus, il a plus de famille, il a plus d'amis, il a plus aucun repère, je comprends totalement. Et je trouve que c'est intéressant justement d'aborder... ça peut donner des petites billes de réflexion si vous voulez travailler par exemple un personnage qui vit très longtemps ou qui est immortel. Donc les fées, les anges, les vampires, tout ça, les immortels, Highlander. Mais ouais, ça peut toujours te donner des petites billes comme ça. Comment on gère un personnage qui ne meurt pas? C'était très bien fait, notamment dans Circé de Madeline Miller. Circé qui est la fille de Hélios, un titan, qui traîne le soleil dans un char tous les matins et qui est sous le joug de Zeus et des Olympiens. Et Circé, elle est immortelle aussi. Et en fait, elle dit que eux, les dieux qui ne meurent pas, ils prennent même plus le temps d'essayer de retenir le nom des hommes parce que les hommes, ils passent tellement vite dans leur existence qui est si longue que pourquoi faire? Mais que c'est normal, c'est normal. Euh, je vais pas avoir beaucoup de choses à dire en plus sur Urashima Taro. Je crois que je vais le dire différemment à chaque fois que je vais le prononcer. La petite voleuse, ben, je m'attendais pas forcément à ça non plus parce qu'au final, on est sur un truc qui est presque anecdotique. Là, on est un peu sur, oui, bah, c'est quand même pas très bien de gâter. Ne gâtez pas trop vos filles parce qu'elles vont devenir capricieuses. Et puis elle, en plus, elle est voleuse et elle ment. Elle ment. Euh, Là, j'ai l'impression, en fait, vu comment le conte finissait, que c'est quelqu'un qui va s'en sortir. Pourtant, on a deux personnes qui l'ont vu. Il y a la cuisinière au minimum et il y a aussi l'horloger. Euh, il y a des témoignages qui sont assez précis sur la manière dont elle agit. Donc pour moi, même une police avec des moyens pardon, d'il y a longtemps, avec une description précise que elle n'est pas habillée non plus comme une paysanne,
que c'est quelqu'un qui vient de la haute, quoi, plus ou moins, il y a quand même moyen de la retrouver, cette petite dame, et puis de lui dire, bah, c'est quand même pas très bien d'aller piquer des montres et des jolies tasses chez des gens. Donc je sais pas, je pense que on était plus sur un conte un peu moraliste, du style, déjà pour les parents, ne gâtez pas trop peut-être vos filles. Est-ce que c'est que sur les filles? Parce que vous allez en faire des enfants capricieux, enfin ou des adultes capricieux. Et peut-être aussi pour les gens, méfiez-vous peut-être un petit peu. Mais au final, en quoi ils avaient à se méfier d'elle? Est-ce que l'espèce de morale, c'est le fait que elle a triomphé parce qu'elle s'est pas fait avoir, qu'elle a piqué des montres, qu'elle a piqué une jolie tasse et que personne ne va la retrouver? J'ai un peu de mal à... Je pense que c'est clairement moraliste, hein, mais est-ce que c'est au-delà éduquer bien vos enfants? Parce que en quoi, en fait, je vois pas quelle bille ça peut apporter à des gens qui sont naïfs. Parce que dans ces cas-là, ce qu'elle est venue faire, c'était tellement banal. Dans ces cas-là, vous méfiez de n'importe qui fait un truc banal, quoi. Donc vous vous méfiez tout le temps. C'est pas très reposant de se méfier tout le temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Le prochain coup, je lirai au minimum le conte suivant. C'est un conte qui faisait une vingtaine de pages. Ce qui faisait que j'avais pas envie de le lire tout de suite. Donc si... Je sais pas exactement combien de temps ça va prendre parce que comme si c'est sur PDF, j'ai plus de mal à me repérer. Je pense que la prochaine fois, j'en lirai 2 aussi. Ça va se lire vite, hein. Parce que on était page 27. La semaine prochaine, si j'en lis 2 aussi, on va arriver à la page 60. Si je me trompe pas, ça fait 5 ou 6. Ça va faire 5 ou 6 samedis. Parce que il y a que 13 contes, il y en a qui sont plus longs, donc des fois on va en lire plusieurs aussi. Donc ça va faire 5 ou 6 samedis à tout casser. Après on verra ce qu'on lira ensuite. En tout cas, merci beaucoup de votre réaction à la petite vidéo sur qu'est-ce que vous voulez que je lise le week-end. C'est super agréable. Je vais voir un peu ce que je vais pouvoir lire aussi. Parce que j'ai fait un gros fail avec Balzac. Non, mais Balzac, Mémoire des deux mariés, même pas la peine. J'y arrive pas. J'ai trouvé ça très chiant. Donc, je préfère m'abstenir parce que sinon, je vais pas arrêter de me plaindre pendant la vidéo. Donc, ça va être chiant. Donc, voilà, je vous souhaite un très bon samedi. À demain pour je ne sais pas quoi encore parce que je tourne en avance, que j'avais envie de lire. Donc, à tout bientôt. Rêvez tout grand, lisez tout plein. Salut!